Nous sommes le matin du 17 septembre 1792. Comme tous les lundis matins, le conservateur du garde-meuble royal s'apprête à ouvrir la porte de la salle où sont exposés les joyaux de la couronne. Il a entendu des bruits pendant la nuit dernière, mais en pleine Révolution française, quoi de plus naturel? Il fait lentement tourner sa vieille clé dans la serrure de la salle au trésor et pousse le vieux battant. Sa mine se décompose lorsque son regard parcourt la pièce. Des bouteilles de vin vides roulent sur la terre, entre des restes de pain, de saucisson et des morceaux de chandelle. Les meubles sont éventrés, les vitrines vides. Du trésor des rois de France, il ne reste rien. Ah, salut les chabottes. Alors le chabot, Je crois que en fait on dit chabot. c'est un poisson, hein, une fois n'est pas coutume, et ça ressemble à ça. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que chabaume? Ok, bien. Qui m'a écrit cette blague? Alors vous savez, s'il y a bien un métier presque aussi vieux que celui de pute, c'est bien celui de cambrioleur. Et de policier. Oui, c'est vrai que policier, c'est un vieux métier, oui, c'est vrai. Ah mais attends, tu peux remonter, parce que, ouais, vous savez, je vous avais parlé des coups d'aileron il y a un moment déjà, et bien le voilà. L'un des premiers, c'est Detective Sunday. Bonjour. Avec sa pipe. Toujours. Vous allez voir pourquoi. Enfin, vous allez voir. Restez jusqu'au bout, ça vaut le détour. Ceci dit, des histoires rocambolesques de rapines épiques, il y en a des tas. Par exemple, en 2014, en Floride, un homme qui était en plein vol de bijoux dans une maison s'est accordé un petit roupillon dans un des lits qu'il y avait là. Et en l'apercevant, la dame de ménage qui du coup faisait son travail a appelé la police. Et lorsque cette dernière est arrivée, le type était toujours en train de pioncer. Et bien sûr, il s'est fait coffrer. Mais tous les voleurs ne sont pas aussi peu doués que ce gaillard. D'ailleurs, notre personnage du jour était même tout l'inverse, puisque non seulement il a réussi à réaliser l'un des plus gros casses de l'histoire, mais il a aussi fait l'exploit de se faire acquitter. Et le tout au beau milieu de la Révolution française. C'était un merdier. Bon, et le butin là-dedans, une bagatelle, hein, à peu près 7 tonnes d'or, plus de 9000 diamants, des émeraudes, des saphirs, la parure personnelle des rois de France. Elle était constituée d'or et de 4 joyaux tous plus précieux les uns que les autres. D'ailleurs, l'un de ces joyaux n'était autre que le diamant Hope, qui se traîne, si vous ne le savez pas, la sympathique réputation d'être un diamant maudit. Bon, dans tous les cas, ce diamant n'a pas porté malheur à notre cambrioleur. Et vous ne connaissez sans doute pas son nom, qui ne nous est parvenu qu'à travers des rapports de tribunaux de l'époque. Et d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, on ne sait presque rien sur lui, avant et après l'affaire. Tout ce qui est sûr, c'est que ce serait le cerveau du casse le plus épique de l'histoire. 4 nuits de pillage et un butin estimé à près de 700 millions d'euros actuels. Et vous voulez savoir comment un tel vol a pu être possible? Eh bien, posons la question au principal concerné, un certain Paul Miette. En novembre 1792, un procès se termine. Et il s'agit de celui de Paul Miette, le 17e accusé dans l'affaire de vol la plus retentissante de l'époque moderne. Le vol des bijoux des rois de France. Rien que ça. Le crime alors a lieu 3 mois plus tôt et s'est déroulé à Paris, place de la Concorde, dans l'hôtel du garde-meuble royal. Bon, et c'est juste ici. Bon, qui après c'est pas fou comme vue. Mais Paul Miette n'est pas n'importe quel accusé, non. Ah non, puisque tous les témoins l'ont désigné comme l'organisateur du casse, autrement dit le Big Boss. Et lui-même l'a reconnu devant les juges. Mais contrairement à ce que vous pouvez penser, il ne terminera pas le coup sous la guillotine. Bien au contraire. Il est libéré et se volatilise peu après son procès. Avec sa part du magot, bien entendu. Et là, je vais peut-être sentir vos poils se hérisser devant cette surprenante décision. Mais pas de panique, puisque tout s'explique. Alors déjà, premièrement, à l'époque, c'est le bordel. Et deuxièmement, eh bien, Paul Miette a eu pas mal de chance. J'imagine que tu dis ça parce qu'il y a eu une course-poursuite incroyable avec une police surqualifiée, non? Parce que l'année précédente, ils ont quand même inventé la gendarmerie nationale. Pas vraiment, mais tu verras que le terme surqualifié, c'est peut-être pas ce qui va qualifier le mieux, du coup, les policiers. Et oui, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, notre histoire se passe en plein milieu de la Révolution française. Louis XVI vient d'être arrêté et la période de la terreur, voilà, celle où tout le monde se fait couper la tête, est en train de s'amorcer. Bon, grosso modo, les juges ont autre chose à faire que de s'occuper de banals cambrioleurs. Surtout quand ces derniers ont indirectement détroussé le roi. D'ailleurs, sur les 17 accusés du vol, seulement 5 se feront exécuter. Couper la tête donc. Voilà, et d'ailleurs pour marquer le coup, on décide de guillotiner les condamnés devant le lieu de leurs méfaits. Autrement dit, place de la Concorde, celle où désormais nous avons ce superbe obélisque qui nous vient tout droit d'Égypte. Mais bon, bref, à l'époque, ça n'était pas du tout ça. Ce seront du coup ces condamnés-là les premiers à être guillotinés place de la Concorde. Et c'est d'ailleurs du fait de cette exécution, à cause de leur vol, qu'on laissera la guillotine en place à cet endroit pendant toute la période de la Révolution. Enfin bref,
Paul Miette, lui, échappe à ce funeste sort. Et là où on peut dire quand même il a de la chance, c'est qu'il avait été condamné à mort une première fois. Sauf que le jour même du verdict, une autorisation spéciale de pourvoi en cassation avait été proclamée par le gouvernement. Autrement dit, tous les condamnés à mort pouvaient faire réviser leur procès. Et c'est ce que fit ce cher Paul, évidemment, il n'allait pas s'en priver. Retarder le jour de ma mort ? Pourquoi pas. Et au cours donc de son jugement, il n'a pas manqué de se défendre avec verve et passion. Il faut dire en même temps qu'il était bien plus malin que ces vulgaires voyous de faubourg qu'il a recrutés pour l'aider dans son casse. Mais pour savoir comment il s'y est pris, il faut revenir quelques semaines avant le vol. Nous sommes en été 1792 et depuis quelque temps on a confisqué au roi et à quelques nobles leurs bijoux. Et la raison là-dedans est toute simple, c'est que les révolutionnaires veulent éviter que le roi et la noblesse partent à l'étranger et se payent une armée en vendant leurs diamants. Tout à fait compréhensible quoi. Quasiment toutes les parures et les pierres précieuses de la couronne sont donc entreposées dans l'hôtel de garde-meubles. Voilà, un chic bâtiment construit sous le règne de Louis XV. Chaque lundi, le lieu est ouvert au public qui peut venir admirer les joyaux dont certains datent de François Ier. C'est dire que du coup ça a du vécu. Et parmi les visiteurs réguliers, je vous le donne en mille, on a un certain Paul Miette. Il vient pour regarder un petit peu ce qu'il y a à voler, mais aussi comment sont agencés les lieux, vous voyez, et comment s'organise la garde. Waouh, avec tout ce pognon, ça devait être carrément Fort Knox. Fort Knox. Ouais, le camp militaire. Des dizaines de gardes armés jusqu'aux dents et tout verrouillé, des fondations jusqu'au plafond. Tu te souviens de ce qu'on avait dit tout à l'heure? Ouais, je me suis encore un peu emballé avec le terme surqualifié, tout ça. Voilà, c'est ça. Mais bon, du coup, ce cher Paul Miette note que les balcons de l'édifice, accessibles depuis la place de la Concorde, donnent directement sur les salles où sont entreposés les bijoux. Quand même incroyable, il n'y a pas de coffre-fort là-dedans. Et il note aussi qu'il n'y a réellement que l'entrée principale du bâtiment, située rue Saint-Florentin, qui est surveillée. Bon, enfin, surveillée, on va dire quand même que les gardes sont pas très fiables, pas surqualifiés quoi. Pour vous donner une idée de la qualité du personnel, eh bien le responsable de la sécurité de l'hôtel a multiplié les demandes pour avoir des renforts parce que apparemment il n'était pas rare que les gardes désertent leur poste ou soient complètement bourrés. Et certains ont même peur que les gardes finissent par accidentellement foutre le feu directement au bâtiment avec leurs torches en fait avec lesquelles ils se baladent. Parce que oui, il n'y avait pas d'électricité à l'époque évidemment. Voilà, c'est pour vous donner quand même une idée de l'équipe de bras cassés qui pouvait se trimballer. Paul Miette remarque aussi que le lundi après-midi, lorsqu'on ferme la salle, le responsable du garde-meuble pose des scellés sur la porte. Comme ça, quiconque veut entrer ou sortir n'a pas d'autre choix que de les briser. Il est donc assez facile, à partir de ça, de pouvoir savoir quand quelqu'un va rentrer dans la fameuse pièce, dans la salle au trésor. Et on enlève donc les scellés que le lundi suivant, avant d'ouvrir à nouveau la salle où les bijoux sont donc exposés. Bon, autrement dit, il y a quand même moyen de passer. Et Paul Miette, il a le temps de réfléchir, on peut le dire. Car il a quand même eu le temps d'être arrêté pour des petits larcins. Et c'est en prison qu'il profite pour recruter des complices. Et là encore, les événements vont lui faciliter la tâche. Et ouais, parce que dans les tourmentes de la Révolution, les prisons de Paris ont été ouvertes. Les prisonniers libérés et bon nombre de brigands écument les rues de la ville en toute quiétude. Paul Miette, qui a déjà une bonne réputation dans le milieu du vol, n'a qu'à contacter quelques têtes brûlées dans son carnet d'adresses pour lui donner un coup de main. Et c'est ainsi que, le mardi 12 septembre 1792, entre 22 et 23 heures, un petit groupe d'hommes fait son apparition place de la Concorde, qu'on appelle à l'époque la place de la Révolution. Et il faut imaginer quand même qu'en ce temps, Paris est une ville bien plus petite qu'aujourd'hui. En fait, la place et l'hôtel forment l'extrémité ouest de la ville. Au-delà, c'est plus Paris, un peu, voilà, c'est autre chose. Et grosso modo, à l'est de la place, il y a le château des Tuileries, qui vient d'être pillé. Au sud, il y a la Seine. Et au nord et à l'ouest de la ville, là où se trouvent maintenant les Champs-Élysées, il y a une forêt qui a la réputation d'être assez mal famée. En quelques siècles, les choses évoluent, tout à fait vrai. Nos bandits arrivent donc dans la soirée, et comme prévu, les gardes se trouvent dans la rue de Saint-Florentin, et personne ne surveille les balcons. Et dans leur petite troupe de lascars, les voleurs les plus agiles s'équipent d'une corde et escaladent la façade. Ils découpent une trappe dans les volets et dans les fenêtres pour pouvoir les ouvrir. Et au cas où des gardes ou alors des badauds un petit peu trop curieux décideraient de pointer le bout de leur nez, une partie de la troupe va simuler une patrouille sur la place et se tient toujours prête à pouvoir donner l'alerte. Bon, cela dit, Paul Miette et sa bande n'ont qu'à rentrer et à se servir. Mais quand même, notre voleur est prévoyant. Il sait qu'il y a beaucoup trop de choses pour tout voler en une fois. Les voleurs se contentent donc de prendre tous les bijoux présentés en vitrine, donc a priori le truc qui a plus de valeur, et aussi de crocheter les meubles qui peuvent l'être pour les vider de leur précieux contenu. Et ils quittent les lieux à peu près à 2 h du matin, donc au bout de plusieurs heures, avec toutefois la ferme intention de revenir le lendemain. Et les gars, eux là-dedans, ils ne se sont rendus compte de rien. Le lendemain, une rumeur circule dans les bas-fonds de Paris. On raconte qu'il y a moyen de se faire beaucoup d'argent très facilement. Et pour ça, il n'y a qu'à contacter un certain
Paul Miette, encore lui. Et donc le soir du 13 septembre, les voleurs se retrouvent place de la Révolution, donc maintenant place de la Concorde, et on peut dire qu'ils sont quand même plus nombreux que la veille, et un peu moins discrets, mais quand même toujours suffisamment pour que les gardes ne captent rien. Mais même si ce soir-là, tout le monde se remplit les poches, il reste encore et toujours des choses à voler. Et pendant 2 jours, la rumeur fait encore le tour des tapis francs de la ville, et c'est ainsi que le jeudi soir, la troupe de bandits, qui a encore grossi eh bien frappe de nouveau, et toujours exactement de la même façon. C'est quand même bon de le préciser. Les gardes ne se rendent compte de rien. Ah, je vous l'avais dit, ils sont complètement à la ramasse ceux-là. Seulement, cette fois-ci, l'un des voleurs commet une imprudence et revend l'un des diamants qu'il a volés à un homme qui avertit immédiatement les autorités. Erreur classique. J'imagine que les gardes sont immédiatement allés voir le conduit de la salle et ont arrêté toute la filière des larrons. C'est presque trop facile. Pas tout à fait. Ah. Puisque ni une ni deux, les gardes vérifient le scellé sur la porte qui donne sur la salle au trésor. Parce que oui, après tout, si les voleurs sont rentrés là-dedans, c'est forcément par là. Mais écoutez bien, parce que comme les scellés sont intacts, eh bien on pense que tout va bien. Tout va bien. Personne ne se donne même la peine de rentrer dans la salle au trésor pour vérifier. Et voilà, ainsi la journée se passe sans rien, et il n'en faut alors pas plus aux voleurs pour revenir le soir même. Mais ce coup-ci, c'est plus un vol puisqu'ils sont une cinquantaine, 50 loustiques, ouais, pour un seul cambriolage, c'est beaucoup quoi. Et ils ne viennent pas vraiment pour voler là, non. Enfin si, mais disons qu'ils vont joindre l'utile à l'agréable, puisqu'ils ramènent du vin, de la nourriture et quelques filles de joie, tout en s'amusant à voler les derniers bijoux, il n'y en a plus beaucoup à ce moment-là. Bon voilà, ils organisent une petite teuf, tranquille, posée quoi. Donc là, on est d'accord pour dire que ça vire carrément la mauvaise blague. Attends, c'est pas terminé. Sauf que ce soir-là, l'un des gardes s'aventure sur la place de la Concorde, attention, et tombe sur un des voleurs qui rate sa descente du haut du balcon et qui en tombant se casse la jambe. Le garde remarque alors que le type a les poches bourrées de pierres précieuses, voilà, bon jusqu'ici ok, et il ne lui faut pas longtemps pour faire le rapprochement avec la salle au trésor. Ceci dit, les gardes ne vont toujours pas voir ce qui se passe dans cette putain de salle au trésor, et se contentent juste d'arrêter une poignée de voleurs. Et ce n'est que le lendemain, quand tout le monde est parti, lors de l'ouverture enfin de la salle au trésor pour le public, qu'on se rend compte à ce moment-là de l'étendue des dégâts. La quasi-totalité du trésor royal s'est volatilisée. Au total, le vol aura presque duré 4 nuits, en s'étendant sur près d'une semaine. Et rapidement, les quelques racailles arrêtés par les gardes dénoncent leurs complices, et Paul Miette lui-même est rapidement retrouvé. Et pour la petite histoire, les autorités viennent le chercher dans une maison que, apparemment, il viendrait de s'offrir. Voilà, avec l'argent du butin, bien entendu. Et la suite là-dessus, vous la connaissez. Mais avec tout ça, que sont devenus les diamants? Parce que c'est bien beau de voler, mais après, il faut quand même bien trouver un moyen de les refourguer. Et rappelez-vous que dans le tas, il y avait 4 diamants particulièrement hors de prix, ceux qui faisaient partie de la toison d'or des rois de France. Eh bien, ce n'est pas Paul Miette qui est reparti avec, mais des bandits originaires de Rouen. Et ces voleurs prennent la route de l'Angleterre juste après le casse. Et bon, je vous rassure, on a quand même retrouvé tous les diamants. Enfin, presque tous, car l'un manquait toujours à l'appel. Un magnifique diamant bleu qui avait été estimé à l'époque à près de 400 000 livres. Voilà, ça correspond à peu près de nos jours à 8 millions d'euros. Encore de nos jours, c'est le plus gros diamant bleu du monde. Voilà, du coup, c'est pour ça qu'il est cher. Mais ce diamant, comme je vous l'ai dit au début, se trimballe la réputation d'être maudit. Car d'après la légende, bon nombre de ses propriétaires auraient connu une fin tragique. Enfin, ce diamant refera quand même surface, bien des temps après, d'une façon très étrange. Et oui, puisque précisément 20 ans et 2 jours après le vol, un magnifique diamant bleu, comme par hasard, fait son apparition en Angleterre. Et la date est importante là-dedans, car la prescription du vol fait effet au bout de 20 ans. Autrement dit, le diamant n'était plus considéré comme volé. Et curieusement, son propriétaire, un banquier fortuné, ne veut rien révéler sur l'origine de ce joyau. Et il faut savoir quand même qu'à l'époque, personne ne fait le rapprochement. Et il sera exposé pendant quelques semaines lors de l'exposition universelle, mais sera finalement revendu. Et après être passé de main en main, il est finalement donné à la Smithsonian Institution, qui est, bon, pour simplifier, l'un des plus grands musées américains. Il y est toujours, et vous pouvez le voir. Et le moins qu'on puisse dire là-dedans, c'est que sa valeur a pas mal grimpé, puisque désormais, il est assuré à près de 250 millions de dollars. Et bien voilà, j'espère que ce petit voyage dans le temps vous aura plu les chabottes. Et comme vous avez pu le remarquer, eh bien je n'étais pas seul pour cette vidéo, puisque oui, j'étais accompagné du grand, du célèbre, du magnifique Détective Sunday. Et du coup, toi, Sunday, comment t'as trouvé le sujet? Bah écoute, comme tu m'avais prévenu, c'est vrai que la police de l'époque était quand même sacrément surqualifiée. Hein. L'histoire en elle-même était quand même assez impressionnante. Des brutasses, des brutasses. D'ailleurs, c'est intéressant puisque ce côté enquête, on va dire, eh bien on le retrouve sur ta chaîne YouTube. C'est tout à fait vrai. Ce qui est dit est dit, ce qui est dit est dit. Et bien voilà la poisserie. Sur ce, eh bien je vous souhaite une très bonne nuit. À très bientôt dans une nouvelle bulle féconde.
Et bien voilà, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. J'espère en tout cas que le sujet vous aura intéressé. À défaut de vous abonner à ma chaîne, cette fois-ci, vous pouvez vous abonner à celle de Detective Sunday, puisque, bon déjà, c'est une chaîne qui fonctionne extrêmement bien, on peut le dire. Ah, j'avoue que 183 abonnés, c'est quand même pas rien, j'en suis pas peu fier. Du coup, c'est une super chaîne qui mérite à être connue davantage, puisque ça fait dans la culture générale. De la culture générale avec de l'humour évidemment, des super animations explicatives et des sujets divers et variés. On notera également que je sors une vidéo tous les 15 jours, donc quand même un contenu un peu régulier. Oui, et d'ailleurs, parmi tes dernières vidéos que tu as sorties, il y en a qui sont sur le thème de l'argent. C'est vrai que l'argent, bon bah, il y a plein de questions, mais au final, comment on crée l'argent? Qu'est-ce que c'est la bourse? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh ben si vous voulez savoir, allez sur la chaîne. Ouais, il y en a aussi qui étaient liés à l'espace. Exactement. Au temps, est-ce que ça existe? Est-ce que l'espace existe? Est-ce que le temps existe? Est-ce que le libre arbitre existe? Voilà, est-ce que j'existe? Est-ce que j'existe aussi? Je ne crois pas. Je ne suis pas sûr. Nous ne sommes pas là. Non.